Salut Marie-Laurence, Salut Chloé. tu vas bien? Bien, merci et toi? Bah écoute, bien. Je suis ravie de te recevoir. Pour un peu de contexte, ça fait 4 heures qu'on échange sur nos vies. On a bien cru qu'on n'allait jamais enregistrer. Alors finalement, on est là en train de le faire et je suis super contente de te recevoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Assez rapidement, parce qu'on va revenir dessus, mais juste pour avoir un peu de contexte. Je suis née en Corse il y a 25 ans, dans une ville qui s'appelle Ajaccio, donc au bord de mer. J'ai grandi fille unique, de parents fils uniques, donc Ok. pas énormément de cousins. J'avais un chat, donc ça c'est cool. Et voilà, donc une enfance plutôt normale. Bon, des parents qui n'étaient pas forcément tout le temps ensemble, mais quand même un cadre bienveillant. Et à 18 ans, je suis partie. C'était un peu de contrainte au départ. C'est ça qui est fou, c'est que je ne voulais pas, absolument pas partir de Corse à 18 Ok. ans. Parce que bon, c'est un peu le syndrome, on va dire, de l'insularité. C'est qu'une fois quand on est sur une île, on a beaucoup plus de propension à y rester que la norme, je crois. Donc mes copains et moi ne voulions pas forcément partir de Corse. Et le malheur, entre guillemets, qui est devenu plus tard quelque chose de plutôt positif, c'était qu'il n'y avait pas ce que je souhaitais faire à 18 ans en Corse, donc à savoir une prépa littéraire, non, pas en Corse, pardon, à Ajaccio dans ma ville. Ok. Il y avait une prépa, mais elle était à Bastia, donc à 2h30 de route de ma ville dans laquelle je vivais et que j'avais grandi. Donc ça a été un petit peu Le point de départ. ouais, au moins de réflexion, de me dire est-ce que, bon, même la prépa, c'était assez délicat. J'étais pas sûre de vouloir faire ça, j'étais totalement perdue. Mes parents n'avaient pas fait de grandes études, donc j'étais un peu perdue dans toute cette jungle de possibilités Mm. à 18 ans. Et en même temps, j'avais pas forcément d'exemples très inspirants autour de moi et je connaissais pas du tout ce qui pouvait se faire. Je pense que Ouais, l'orientation a été difficile et comme beaucoup. Ouais. exact. Ouais, non, c'est vraiment un problème récurrent. À 18 ans, on nous demande de choisir ce qu'on veut faire plus tard. Et en fait, c'est un océan de Mm. possibles. Donc, pour moi, l'océan, c'était pas du tout une option à ce moment-là, mais j'en suis revenue par la suite. On va revenir un peu sur ce parcours. Est-ce que tu peux juste rapidement dire ce que tu fais aujourd'hui? Et donc justement, aujourd'hui, je faisais le clin d'œil avec l'océan. Aujourd'hui, je dirige Naeco, qui est une association de sensibilisation sur l'environnement. On fait des expéditions en mer avec des artistes et des scientifiques pour créer plusieurs contenus documentaires, pédagogiques, aussi un peu plus d'influence quand on travaille avec des créateurs, des créatrices de contenu. Donc, on va dire, c'est vraiment, et au départ, c'est né aussi de ce paradoxe d'être né en Corse, d'avoir grandi là-bas pendant 18 ans et de n'avoir aucune connaissance sur la mer slash océan. Donc en Ok. fait, c'était aussi quelque part une frustration et on va dire un projet très personnel de réappropriation de mon environnement. Au sortir d'études, j'avais vraiment envie d'apprendre sur la mer, d'apprendre sur mon endroit Mm. d'enracinement et ça fait écho aussi avec cette enfance où je voulais pas partir. À 18 ans, je voulais pas partir. Quand je suis partie pendant 7 ans. Mm. Donc, je suis pas revenue. Et en fait, c'était plus devenu une option de rentrer en Corse à ce moment-là, de par mes études, mais aussi par toute l'inspiration que j'avais eue ailleurs. Donc, à ce moment-là, il y a eu quand même ce travail de réflexion sur, ok, d'où est-ce que je viens, où est-ce que j'ai envie de m'installer. Et toutes les questions d'enracinement se sont posées à ce moment-là et ont fait naître l'envie de découvrir et la Corse, Oui. que je connaissais très Mm. peu, et aussi la mer. Et en fait, la mer, c'est un peu une partie prenante de la Corse, parce qu'elle en Oui, est c'est sûr. entourée. Non, mais je ne savais pas que tout était parti de là, donc c'est hyper intéressant. Mais est-ce qu'on peut revenir d'abord sur ton enfance? Quel genre d'enfant tu étais? J'ai eu ces discussions, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Corse du coup pour les fêtes, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de le faire. J'ai eu ces discussions avec ma mère et je lui demandais, parce qu'on a eu une long trajet en voiture, je lui ai demandé mais quel enfant étais-je? Parce que j'ai quand même peu de souvenirs d'enfance, mais et le fait aussi de ne pas avoir forcément eu de frères et Mm. sœurs ou de cousins
fait que j'ai pas forcément d'écho. J'ai grandi vite loin de ma famille aussi. À 18 ans, je suis partie et c'est vrai que je les voyais plus vraiment. Donc j'ai eu du mal à trouver des personnes qui pouvaient me donner ce miroir. Donc voilà, c'était l'occasion d'en reparler avec ma mère. Elle m'a donné quelques exemples qui sont assez parlants finalement quand on reparle du présent. J'étais une enfant plutôt perfectionniste, assez appliquée. Je me souviens que je voulais faire le meilleur dessin. Alors que, voilà, normalement, on apprend à dessiner, on s'énerve pas dès qu'on voit que c'est pas le plus beau des dessins. Et je m'énervais énormément quand du coup, je voyais que j'arrivais pas à ma vision parfaite, ou en tout cas ce que j'avais projeté avec excellence. Donc, il y a cet aspect-là qui Ce est côté très perfectionniste qui était aujourd'hui, je déjà... pense encore être très perfectionniste. J'aime bien m'appliquer dans ce que je fais. Et ça se retrouve beaucoup dans ce souvenir d'enfance particulièrement. Et est-ce que tu souffrais de la solitude, vu que tu n'avais pas forcément de frères et sœurs ni de cousins? Est-ce que tu souffrais de ça ou pas du tout? Non, je pense que le manque, c'est quand on perd quelque chose, pas quand on grandit avec. Enfin, encore une fois, non, c'était pas un manque en Oui, tant tu que... connaissais pas et donc c'était, Non, ça allait pour toi. j'étais bien avec mon chat. Je pense que ça a participé en revanche à tout le travail sur le monde un peu intérieur créatif. Je pense que peut-être que ma créativité aujourd'hui, elle tient au fait que j'ai passé aussi beaucoup de temps seule, mais encore une fois, c'était pas une tare. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec. Enfin, je suis plutôt indépendante sur plein d'aspects, donc je pense que ça peut se retrouver à ce moment-là. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et est-ce que donc le fait de grandir seul, donc ça te manque pas parce que tu ne connais pas spécialement autre chose, et comment tu te comportes avec à l'école, avec les autres jeunes de ton âge, toi qui as l'habitude d'être souvent plutôt seul, comment est-ce que ça se passe pour toi l'école quand tu es enfant? Pas de problème en particulier, on va dire. J'étais ouais, dans la norme. Ouais, je rentrais plutôt dans la norme sur Ok. plein d'aspects, en tout cas enfant. Et donc, c'était pas un énorme sujet. Après, j'ai fait quelques colonies de vacances, je pense, qui ont été ultra formatrices parce que Oui, du coup, ça. c'est le moment où tu sens que tu construis un lien presque familial avec des personnes parce que tu vis de manière rapprochée avec elles pendant un moment. Donc, je pense à ce moment-là aussi, ça a été très fondateur. Oui, et puis tu apprends la vie en communauté. Pour le Exactement. coup, c'est le meilleur moyen de... Je n'étais pas non plus une ermite, mais. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais tu apprends à agir, Ouais, enfin, comment tu te comportes face à bien un sûr. groupe, quelle place tu Ouais. prends. Et c'est ça que je trouve intéressant, et de le faire jeune, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça, et aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ben, c'est du lien entre plein de compétences différentes. Et alors, je ne sais pas si justement ça peut avoir un écho dans le sens où aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à porter un projet entrepreneurial personnel et j'aurais tout motif à le faire. Je pourrais aujourd'hui développer énormément, on va dire, capitaliser sur ma propre personne. Mais là où je prends vraiment du plaisir, c'est monter des projets en commun. Et aujourd'hui, j'ai moins de projets personnels que, voilà, avec plein de personnes qui s'engagent. Le projet du coup Naeco, c'est aussi ça. C'est vraiment là où je trouve qu'il y a un intérêt, c'est de faire rencontrer plein de personnes entre elles et qui peuvent s'apporter mutuellement. Enfin, la vraie richesse, je trouve qu'elle est là. Et Tu parles à une ce convaincue, projet, hein. exactement, l'idée de podcast, de réunir du monde, enfin, il y a toujours un truc très humain derrière. Et je pense que c'est vraiment... ça se retrouvera, ça j'en suis persuadée, dans n'importe quel projet que je pourrais mener demain. Ce sera pas un projet, ce sera pas une idée, je pense, qui se développera parce que j'ai cette idée-là, mais ça sera une rencontre qui fera que j'ai envie de monter ce projet avec cette personne. Enfin, de manière très personnelle, je suis pas sûre d'avoir vraiment l'envie de monter des choses extravagantes. Oui, non, l'idée, c'est vraiment de vivre quelque chose avec quelqu'un. Et c'est ce que Exactement. je dis toujours, ça part d'une opportunité, d'une rencontre, et derrière, tu sais pas ce que Exactement. tu peux faire. Enfant, tu rêvais de quoi? Enfant, je voulais être musicienne. Je pense que c'était la seule chose. Et c'est cool parce que personne dans ma famille faisait de la musique. Ça vient d'où J'avais alors? pas d'instrument, j'avais rien. Ça vient d'où? Je pense que je regardais les stars, Disney Channel, j'en sais rien, des trucs pas dingues finalement Oui. avec du recul, mais je voulais vraiment, enfin, le côté musique me plaisait énormément. J'ai toujours continué, ça pour le coup, à faire de la musique.
ce serait un projet. Pourquoi pas? Voilà, donc j'exclus pas un jour d'en faire quelque chose. Pour autant, ça a été beaucoup utile dans ma construction. Pourquoi t'as pas poussé un peu plus Enfin, pourquoi tu t'es pas orientée vers une voie plus artistique? Je voulais à 18 ans. Mes parents m'ont dit oh, t'es sûre? Il n'y a pas vraiment de débouché, non? Ouais, ou enfin simplement le fait que personne n'ait jamais fait de la musique dans la famille. Enfin, c'était pas une option, quoi. Personne ne fait des choses artistiques dans la famille, donc c'était pas... Quand à 18 ans, j'ai dit je veux aller en Australie monter un projet de musique. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ah oui, pourquoi? Donc non, j'ai manqué énormément de confiance en moi à 18 ans. C'était pas du tout une option que de prendre ce risque. Enfin, je le voyais vraiment comme un risque. Ouais. Et en soi, c'est incroyable ce que je fais aujourd'hui, mais je pense que j'aurais eu aussi de belles choses qui m'auraient attendu si j'avais fait Si ce tu étais choix-là. passionnée, oui, c'est Clairement. sûr. Après, J'aurais ça moins n'empêche souffert, que tu pourras le faire. ouais. Mais à l'époque, tu l'as pas fait parce que tu n'avais pas le cadre qui te poussait à Ouais. vraiment vivre de ta passion et à Exact. oser, quoi. Et j'avais pas forcément d'argent à mettre dans des projets Oui. qui n'étaient pas... Voilà, les études, malgré tout, ça restait un moyen de capitaliser sur la suite. Je voulais aussi faire plein de choses artistiques. Je me retrouve en prépa où Ouais. c'est Là où tu dois ultra travailler, théorique. Et ouais. je me rends compte, avec du recul, aujourd'hui, la prépa m'a apporté énormément de choses. Et le système, je pense qu'il est pas si mal que ça. Par contre, il est adapté à des profils qui sont pas du tout comme le mien. Ah bah. Et donc, j'ai souffert pendant 2 ans, quoi. J'ai vraiment... Je sais pas comment t'as fait, parce qu'on a des profils similaires et moi, la prépa, j'ai tout de ouais. suite su que c'était Ouais. impossible. J'aurais pas pu réussir. Ouais, je comprends. C'était beaucoup trop théorique et j'avais besoin de plus pratiquer, de Ouais. découvrir d'autres choses, quoi. Ouais. Donc là, c'est la période où tu fais une dépression. Comment est-ce que tu vas te sortir un peu de tout ça? Mal, je pense. Encore une fois, j'avais pas du tout les clés. Dans ma famille, on n'avait pas du tout la culture psychologue, tout ça. Donc, non, je m'isole un peu beaucoup. Je me souviens, mes amis me disaient, avec du recul, la deuxième année, j'ai commencé à avoir des amis quand même en prépa. Ouais. Est-ce que la première année, tu étais vraiment seule, pas bien? Je me souviens qu'elle me disait toujours, t'es celle qui arrive en dernier et qui part en premier. Genre. Ouais, ça veut Et tout c'était dire. un peu ça des cours, genre je maximisais, je faisais ce qu'il fallait. Mais voilà, j'arrivais en dernier en cours et je repartais la première. Et genre, j'ai l'impression que cette période a servi malgré tout. Oui, à apprendre à te connaître. Ouais. Et donc après la prépa, tu vas faire quoi? Est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu veux faire après? Parce qu'on te pose forcément la question. Ou est-ce que c'est toujours un peu flou et tu vas saisir les opportunités? Non, mais c'est complètement flou. Du coup, j'ai pas le temps de réfléchir à mon avenir pendant ce temps-là. Non, clairement pas. Donc, j'avais des petits jobs à côté, ce qui faisait que je commençais à voir, que c'était pas non plus improbable que j'arrête totalement les études. Donc, ça commence déjà à ce moment-là à se poser, sachant que j'ai fait quand même 6 ans d'études après. Avec du recul, c'est drôle de me réimaginer à ce moment-là. Mais ça restait un peu quand même difficile de m'imaginer d'arrêter totalement parce que c'était la légitimité. J'avais une bourse aussi, j'étais boursière, donc Oui, c'était tu avais un une peu certaine aussi... pression. Il y avait la possibilité de faire à moindre coût, on va dire, aussi, ce qui me permettait de me projeter sur l'avenir. Et au final, je suis entrée par Sciences Po, par la convention qui au final m'avait aussi fait choisir cette prépa du lycée Masséna avec Sciences Po à Aix. D'accord. Donc Voilà. tu vas rentrer à Sciences Po. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a une certaine révélation? Parce que tout est différent pour le coup. Ouais, tout est différent. J'ai une petite bouffée d'air sur le côté temps. Je vois que je vais commencer à avoir beaucoup de temps. Et là, du coup, je me connais mieux, je vais mieux. C'est un peu une nouvelle vie qui commence. Et là, je commence un peu d'entrepreneuriat. Je monte un projet à ce moment-là qui s'appelle One Third. Et justement, j'avais commencé à voyager aussi au même moment. J'avais fait un backpack en Asie. Donc là, tu es partie seule. Enfin, comment ça se passe ton premier voyage? Parce que là, jusqu'à cette date, tu n'avais jamais voyagé. J'avais voyagé, en fait, la première fois où j'ai vraiment voyagé, j'ai eu la bourse mention très bien au bac. Et en fait, du coup, j'ai eu une petite somme d'argent et je me suis dit, c'est génial. Attends, mais tu as eu quelle bourse? Moi, j'ai pas eu de bourse quand Ouais, c'est vrai que c'est une bourse de la région de la collectivité de Corse. Et j'avais eu la chance d'avoir l'énorme pactole de 1 000 €. Mais c'est énorme. Bah oui. Moi, j'avais pas ça. Parce que moi, j'ai eu mention très bien aussi. J'ai rien eu. Ouais.
Donc, Non, c'est vrai que ah, ça, pour ça, c'était une chance, par contre. et c'est difficile de partir de Corse parce que tout coûte cher. Dès Oui, que tu veux te déplacer, c'est dur. c'est Mais vrai. il y a quelques petites aides comme ça qui sont Ok. déterminantes. Donc, Donc là, c'est à ce moment-là que tu fais ton premier voyage. j'avais fait à 18 ans, du coup, j'étais partie en sac à dos. J'avais demandé, alors pour l'anecdote, c'est très drôle, ma prof de philo, mais du coup, qui avait vraiment été déterminante Mm. Dans dans tes la choix. suite. En plus, j'avais eu 20 en philo et là, j'étais trop contente. Enfin, c'était Ah trop oui. beau. En plus, ça a été une manière de lui dire merci. J'étais vraiment super heureuse pour ça. Et en fait, elle donnait des oraux de rattrapage à Bastia. Et en fait, donc le résultat à Ajaccio, et je lui ai demandé si je pouvais faire le trajet avec elle jusqu'à Bastia pour prendre un bateau et partir. Et qu'en fait, là, je me retrouve à du coup faire ce trajet avec elle jusqu'à Bastia. À Bastia, du coup, elle part faire ses Mm. oraux et moi, je monte dans le premier bateau qui Tu m'emmène en savais pas, Italie. tu savais pas où t'allais. C'était toute dernière minute. Et Mais donc là, là, t'as je pas me eu peur retrouve. parce que t'es super jeune pour partir comme ça. Ouais, non, non. T'avais confiance. Tu savais que. Ouais, j'avais envie aussi de casser les clichés. J'avais beaucoup quand même grandi dans un peu le côté où en voyage, t'as un peu peur de l'autre. Mm. Et bon, ouais, j'étais un peu effrontée à ce moment-là, peut-être un peu aussi du coup, je m'érigeais un peu contre ça. Enfin, je Mm. sentais que c'était un peu oppressant et j'avais envie justement Aller à prouver l'encontre que, de. Ouais. ouais, aller à l'encontre de ces idées, ou en tout cas j'avais une énorme soif quand même de savoir à ce niveau-là, et je savais à ce moment-là que j'allais en prépa quelques mois après et que ça allait être la fin pour moi, je le voyais Mm. venir. Donc à ce moment-là, c'est le moment où je passe un mois et demi en backpack en Europe. Toute seule. Ouais, premier voyage toute seule, hop, avec mon sac à dos. Et donc, ouais, j'ai traversé une bonne partie de l'Italie. Après, j'ai rejoint la Grèce. Et je Donc suis sans rentrée. plan, toute seule, tu Ouais, pars et tu te dis. couchsurfing. Et ça, c'est génial parce que tu l'as fait vraiment jeune. Ouais, Ça montre déjà un certain état d'esprit. C'est que enfin, tu correspondais pas au modèle dans lequel tu as grandi ouais, et tu cherchais autre chose, tu savais pas exactement quoi. Et à ce moment-là, tu pars à 18 ans. ouais. Moi, ça veut dire beaucoup sur ce qui va se passer après. Parce que tu pars dans des conditions qui effraient beaucoup de personnes. Ouais, après, moi, ce qui m'effrayait aussi, c'était ouais, la prépa. Donc, je savais que j'allais être bloquée. Ouais. Vraiment, donc c'était le moment où j'avais envie de vous. Ce qui se retrouve chez plein de Hum. personnes, mais tu sais, de faire cette année sabbatique avant de revenir dans un cadre. Voilà, j'avais pas du tout cette prédisposition mentale pour me dire je vais faire de ma vie des voyages ou je vais continuer ça sur le long terme. C'est vraiment. Allez, découvre maintenant, ça c'est fait, c'était Hum. presque une checklist. Oui, Allez, voilà. Au moins, tu l'as fait il une faut quand fois même que et. Moi, il y avait quand même ce truc un peu viscéral, mais je le cernais pas à l'époque tel quel. Hum. Avec du recul, évidemment, je me dis, il y avait un truc, vraiment Ah des bah tripes oui. pour l'autre, pour le monde, Hum. pour l'humain. Avec du recul, c'est clair que c'était ça Ta motivation voilà, première. ma motivation, et je me sentais pas forcément très bien dans les codes classiques, donc j'avais eu envie de découvrir plein de choses à ce moment-là, et le voyage, c'était un outil pour ça. Ok. Et quand tu vas donc repartir en Asie, comment est-ce que ça va se passer? Tu pars dans quel contexte? Ouais. Du coup, Asie, c'est un peu le même, un peu le côté effronté, dans le sens où je me dis, bon, ben, il y a Sciences Po qui arrive, je savais pas trop à quoi m'attendre, je m'attendais quand même à un peu de travail. Enfin, dans tous les cas, voilà, je voulais revivre un peu ce moment de liberté, sac à dos, à l'autre bout du monde. Et donc l'Asie, et c'est vrai que culturellement, ça a beaucoup changé de choses Mm. par la suite, quoi. C'est la première fois que je voyais tellement de cultures très très différentes. Le fait d'être en sac à dos aussi, bah, c'était assez. Enfin, pour tout ce qui constituait mon monde actuel, tout s'écroulait. Et, enfin, Bah, là, tu avais tout à apprendre. ouais, exact. Et là, je me dis, mais pour la première fois, c'est là qu'est né le projet d'entrepreneuriat, c'est qu'en Asie, je vois qu'en fait, on utilise l'eau qu'on boit dans la rue, c'est de l'eau super trouble. C'était au Mm. Vietnam, ça. Et je me dis, mais c'est quand même fou en France. Parallèlement, on pourrait boire l'eau qu'il y a dans la cuvette des toilettes parce que c'est de l'eau potable. Et avec ce décalage, je rentre et je me dis, mais c'est quand même dingue. Ouais. Il y a d'énormes inégalités au niveau de l'eau. J'ai envie de faire un truc, quoi. Je voulais vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice. Et à ce moment-là, je me dis, oui, j'ai vraiment envie d'améliorer les conditions d'accès à l'eau, notamment dans des pays où l'accès est difficile, où c'est vraiment une question d'enjeu sanitaire
et vital, en fait, l'accès à l'eau. Et tu t'y prends comment? Et donc, ce projet, vraiment, là, pour le coup, Sciences Po a quand même eu enfin, ça m'a mis un peu sur la piste. Ils avaient juste présenté au début d'année une petite réunion où ils présentaient les possibilités étudiantes d'accompagnement de projet. Et en fait, je m'étais inscrite dans tout, dans tous les trucs possibles et imaginables, dans tous les programmes. Et donc, le premier que je fais quelques semaines après, du coup, ce projet, je présente ce projet, je travaille avec 2 ingénieurs et on présente ce projet au jury et on a on gagne le prix. Enfin, on repart avec un chèque, je sais pas, je sais plus exactement la somme, ça devait être 1 000 € quand même. Enfin, Oui, mais ça a montré qu'il y avait des gens qui croyaient en ton projet, quoi. exact, c'est C'est ça. Et puis énorme. il y avait, au-delà de ça, même du projet, c'était vraiment le côté en mode, tu peux faire des trucs, quoi. Tu peux faire des trucs et tu peux avoir un retour. Enfin là, ça faisait juste quelques jours presque que je Que tu m'intéressais avais à eu l'idée. l'entrepreneuriat. Et là, je gagnais un prix. Je rentre avec, je me souviens, je rentrais à Marseille. J'étais revenue en voiture avec une personne qui avait bien voulu me ramener sur Aix. Et j'avais mon chèque qui dépassait dans la voiture. J'avais mon chèque collé là contre la tête. Et je me disais, mais c'est quand même dingue d'avoir cette... C'est énorme. C'est possible en fait. C'est à ce moment-là où je me dis, Ouais. mais en fait, si je prends un peu les devants sur des trucs, je vais pouvoir faire des trucs. Et je pense que ça a été un déclic énorme par la suite pour monter des projets et pour dire en fait tu peux faire des trucs. Tu peux faire, oui. Et Si casser tu mets un en peu, place, ouais, casser les codes. casser cette image, ce plafond de verre en fait. Donc tu vas avoir ce projet en parallèle de tes études Ouais, pendant combien de temps? ça fait longtemps en fait, hein. C'est très récent. Et même encore aujourd'hui, je travaille encore un petit peu. Enfin, j'ai pas lâché complètement la barque, même si j'ai délégué totalement le projet en tant que tel. Mais du coup, à la suite de ce projet, ben, je m'entoure. Je travaille notamment avec Laura sur la partie, elle qui était ingénieure aux arts et métiers. Et du coup, voilà, on s'équipe pas mal, on commence à gagner des prix, etc. Enfin, c'était Et assez le concept, c'était quoi exactement? du coup, c'était améliorer l'accès à l'eau. Et on avait créé un moyen de repotabiliser l'eau en circuit fermé. Donc sur un modèle qui puisse, demain, tu récupères de l'eau de pluie sur des pays où forcément c'est plus difficile d'avoir de l'eau potable. Tu as un système qui repotabilise du coup en circuit fermé. Et voilà, donc on a challengé l'idée sur plein de marchés différents. Le point de départ, c'était que j'avais gagné le prix Frédéric Chevalier. Et à l'époque, du coup, vraiment sorti de nulle part, la dotation, je crois que c'était 11 000 €. Ah oui, donc c'est quand même pas mal pour C'est vous. moi que ça me tombe dessus, en vrai, c'est dingue. Enfin, je veux dire, encore une fois, 11 000 €, évidemment, avec du recul, c'est rien pour lancer un projet. Mais quand ça m'arrive, alors que j'ai 20 ans, que je viens pas du tout d'un milieu C'est pas du que tout je ton connais monde, rien, quoi. quoi, enfin, de tout ça. Et que du coup, 11 000 € pour moi, c'était génial. Enfin, Et t'en fais quoi? Tu vas t'entourer pour développer un peu plus le projet? ouais, bah, le premier truc que je fais, je dépose le nom et la marque. Ouais. Et voilà, c'est la première chose. Et après, effectivement, m'entourer. Donc, je rencontre Laura grâce à ce prix. Et je dis, mais il faut vraiment qu'on bosse ensemble là-dessus. Et on a continué ensemble à ce moment-là. Et on a vécu plein de trucs vraiment cool. On a présenté le projet un peu à plein d'endroits différents. On était allé même jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Enfin, alors qu'on ne se connaissait pas, mais c'est vraiment dans le cadre du projet. On avait vraiment une vie d'associés. Oui. Et on était aussi très amis, donc c'était cool, mais amis de par le projet. Sinon, on était vraiment dans un cadre professionnel au départ. Donc, vraiment très très belle histoire. Et au final, on est approché par le Technopôle de l'Arbois, première clean tech en France et quatrième mondial. Donc là encore, Ah oui, donc là, c'est un nouveau monde ah ouais, que le tu délire. découvres, là. Le délire, vraiment, c'était ouais, des choses sérieuses. Je me souviens avec Laura, un jour, on a visité nos bureaux, enfin, potentiels. Donc j'étais là, on se regardait, on se disait, mais ouais, ça nous faisait un peu peur aussi, parce que ça grandissait vite. On n'avait pas forcément, du coup, on n'avait pas fini nos études. Enfin, il y avait plein de... On se découvrait aussi, on avait 21 ans. Mais là, donc, à ce moment-là, le projet grossit. Est-ce que tu en fais un peu une mission de vie où tu te dis, bon, ça va être ce que je vais faire après, ça va être ça, parce qu'en fait, j'ai trouvé, ça me passionne et ça fonctionne, parce que ça plaît. Ou est-ce que tu te dis vraiment, c'est juste un projet que je vais mener comme ça à côté des études? La question se posait au tout départ, quand j'ai gagné le premier prix, parce qu'encore une fois, il y avait plein de plafonds de verre à briser. Puis petit à petit, en fait, l'idée fait sens, on a de plus en plus de contacts, on a cette approche avec le Technopôle de Arbois, enfin, tout se met en place facilement, mais parce qu'on bosse comme des acharnés derrière,
on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, au final, je pense que dans tous les projets, c'est la conséquence logique. Dès que tu fais un truc avec passion et avec travail, t'as quand même, ça t'entraîne tout seul, tu vois. C'est une inertie qui avance seule. Donc, en fait, on se pose même plus la question à un moment donné. Oui, ça devient... On est dans l'inertie, on fait ce qu'on fait et par passion et par sens. Et du coup, voilà, la question, elle était pas... à ce moment-là, en tout cas, elle ne se posait pas. Après, ça nous prenait beaucoup plus de temps, de plus en plus de temps. Et la question, c'était, à quel moment en fait, on fait une croix sur tout le reste, professionnellement. Et aussi, en termes d'études, la question s'est vraiment posée... elle s'est posée au moment en master, donc quand même un petit moment après. On avait bien avancé sur ce projet. On se rendait compte que c'était un projet qui demandait énormément de R&D, énormément de fonds. Ça ne nous faisait pas tant peur, mais par contre, ça demandait d'être présent à 100%. C'est ça, un investissement complet, quoi. Surtout dans un projet comme ça d'ingénierie, tu es obligé d'être sur place, tu es obligé de vérifier comment ça se passe concrètement, le matériel, etc. Ce que vous développiez où? On développait du coup à Aix, on était à Aix, on avait de la chance d'être au même endroit. Oui, c'est déjà beaucoup. Laura commençait à être sur Paris en master et moi du coup j'ai eu ce choix cornélien de me dire ok, là tu sens l'envie de partir loin, de découvrir d'autres choses, d'autres pays et il y a ce projet en fait où c'est où l'un tu peux ou pas l'autre. bouger, quoi. C'est ça. Là je pouvais vraiment pas bouger. Si on était intégré au Technopole, on avait déjà visité les bureaux. On savait exactement où on allait être, mais on allait y être. Et moi, de mon côté, j'avais quand même cet appel du large, cet appel pour d'autres choses, et notamment internationales, parce que mon diplôme aussi, c'était affaires internationales. Donc, oui, tu avais envie de repartir. J'avais envie de repartir, quoi. Donc là, tu décides d'arrêter le projet. Du coup, le projet plutôt mis sous cloche à ce moment-là. Mais c'est vraiment, vous faites une pause ou est-ce que quelqu'un d'autre reprend un peu la main? Non, c'était vraiment pause. C'était nous. Il y avait personne qui pouvait vraiment, on va dire, reprendre le projet tel quel. Parce que sinon, c'était colossal comme travail. C'est ça. C'était colossal. Donc, personne aurait eu l'énergie ou très difficilement. Par contre, ce qu'on faisait, et ce que j'ai continué par la suite, c'est pour ça que je dis ce projet, au final, je l'ai continué d'une autre manière, c'est équiper les personnes qui travaillent sur des thématiques similaires. Du réseau qu'on s'est construite, des connaissances que l'on a fait, qu'on a eues, qu'on a aussi accumulées. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé par la suite avec 2 autres ingénieurs qui montent un projet du coup sur de la repotabilisation de l'eau. Et moi, je leur ai dit, je vous rejoins, j'ai aucun intérêt dans ce projet, j'ai pas construit mon parcours, ma vision professionnelle là-dessus. Par contre, je vais vous donner tout mon réseau, toutes les compétences que j'ai. Et enfin, moi, je crois en ce projet. Donc, en fait, je veux vraiment... en fait, aider les personnes qui étaient dans ta situation quelques années plus tôt, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai continué ce projet. Et au final, avec Laura, on n'est pas revenu sur le projet initial parce que on a pris des chemins un petit peu différents. C'était le risque aussi de se dire, c'est ça, quand tu pars chacune dans une voie, il y a peu de chances que tu reviennes au projet de base, quoi. Exactement. Donc, et donc toi, tu vas partir où? Je décide de partir avec Schema et je pars au Brésil. Donc tu vas sur le campus de Schema au Brésil. Exact, Et donc là, est-ce qu'il y a une certaine révélation? Parce que là, tu pars pour la première fois dans le cadre des études. J'étais partie déjà un petit peu. Tu étais déjà partie. On a une année à Sciences Po d'international. Elle est tombée en 2020. Et t'as fait quoi du coup? Parce que période Covid. C'était branle-bas de combat à cette époque. Je voulais partir à Malte parce que il parle italien, il parle anglais. J'avais mon ex qui était là-bas. Donc je m'étais dit c'est génial, enfin c'était plutôt l'occasion de garder un cadre quand même ultra carré, en même temps d'apprendre sur le côté culturel, etc. Et en fait annulation totale du plan Malte parce que Covid, etc. Donc t'es pas partie? Je suis pas partie et en fait là je regarde le globe et je me dis c'est la première année de ma vie où là j'allais vivre à l'étranger, donc moment incroyable. J'y attendais ça, même si c'était mal, pour moi c'était incroyable. Au moins tu partais, t'allais vivre autre chose, mais c'était génial quoi. Et puis j'avais vraiment besoin de ce moment de vécu à l'étranger. Et là annulation du plan. Covid. Annulation totale et à ce moment là du coup je regarde le globe et je me dis
Covid, qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Et en fait, je suis allée dans une ville qui, au départ, qui fait un peu bizarre quand on ne connaît pas et quand on voit ça sur mon CV. Et je me catapulte aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Mais non. Oui. Et pourquoi tu pars à Dubaï? Parce que tout allait bien là-bas, il n'y avait pas de Covid. Ouais, donc c'était le seul endroit où tu pouvais aller. C'est ça, en fait, j'avais prévu de faire un stage à l'Alliance française à Malte. Mon stage est annulé, ça devient compliqué de voyager. Et là, je me dis, mais il y a certainement des pays où ça va être différent. Donc, on était sur la deuxième vague de Covid, puisque aux Émirats Arabes Unis, il y a eu la première qui était assez stricte. Et en fait, la suite, du coup, a permis d'avoir une suite beaucoup plus souple. Et donc, je contacte l'Alliance française des Émirats Arabes Unis à Dubaï. Je leur dis help. Regardez, je suis pleine de bonne foi, j'ai pas d'expérience vraiment. Enfin, j'ai travaillé. Ah, mais t'as osé le faire. C'est ça, j'ai dit j'ai mon BAFA. J'ai fait plein de petits jobs l'été. Enfin, j'arrête pas de bosser à côté, mais rien à voir avec ce que je vais vous proposer. Par contre, je suis motivée et surtout, je peux me déplacer. Voilà, je suis libre. Et je fais un entretien avec la directrice. Et elle me dit, mais t'es libre quand? Je dis là, maintenant. Elle me dit, viens. Je dis, d'accord. Et là, je pars catapulter aux Émirats Arabes Unis. Et bon, c'est la première fois, du coup, que j'ai vécu. Donc là, c'était la première fois que... Et comment ça s'est passé? Parce que pour le coup, Dubaï, c'est quand même l'image du grand public. C'est vraiment différent de ce que tu avais vécu jusqu'à maintenant, de tes aspirations. Ouais, même aujourd'hui, avec du recul... Comment tu le vis? À l'époque, je m'enrichis de plein de choses parce que c'est une totale découverte. L'endroit, le fait de vivre à l'étranger tout simplement, le fait d'être catapulté dans des milieux que je ne connais pas du tout, entrepreneurial, parce que du coup, je continuais de bosser sur mon projet à distance. Ah oui, donc là, tu continues. Ouais, donc je fais plein de rencontres inspirantes et au final, j'adore ma vie là-bas parce que déjà, j'ai pas du tout le vécu classique qu'on connaît des Émirats Arabes Unis. Je suis proche de la nature, je suis tout le temps dans le désert, je suis tout le temps... Il y a la mer qui est toute proche. Enfin, je pouvais aller à la mer tous les soirs en sortant du travail et ça, en vrai, c'est un luxe. C'est un truc de dingue. Oui. Donc, c'est dingue, il y a de la biodiversité. Enfin, je m'intrigue de plein de choses. Il y a des reliefs aussi, dès que tu t'éloignes un peu de Dubaï. Je me souviens, il y avait plein de chèvres. Enfin, je me sentais en Corse sur certains aspects parce qu'il y avait de la montagne, l'aspect rocheux, sauvage. Il y a des montagnes. Il y a même neigé aux Émirats Arabes Unis. Enfin, des trucs qu'on ne connaît pas finalement et qui en fait existent. Et du coup, moi, je fais ma vie en fait comme je l'aurais fait ailleurs. Ça n'a pas vraiment pesé à ce niveau-là parce que... Il n'y avait encore pas tout ce monde d'influence. Je pense que ça s'est déjà développé, surtout que du coup, il y avait le Covid à ce moment-là et c'était on va dire le moment où tout le monde a commencé à se regrouper aussi dans des endroits où c'était aussi simple de vivre. Enfin, j'ai pas vécu vraiment, j'ai fait le premier confinement en France, mais, mais le deuxième, c'est tout. Oui, t'avais pas j'ai pas vraiment vécu d'autres contraintes après. Et donc à ce moment-là, non, la vie est... Pour moi, du coup, j'avais pas trop d'a priori non plus sur les Émirats, je connaissais pas trop, mais c'était... je vis ma vie normalement. Est-ce que à ce moment-là, c'est la révélation sur le fait de voyager, vivre à l'étranger? Ou est-ce que tu te dis c'est juste une expérience et j'aspire à autre chose? Ouais, non, à l'époque, j'étais encore dans le cadre expérience. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire par la suite, quoi. Donc, non, c'était vraiment... je m'enrichis culturellement parce que c'est tellement bien d'avoir autant de nationalités. Et ça, c'est un point positif des Émirats avec tous les points négatifs. Je ne vais même pas citer, mais on les connaît plus ou moins, mais c'est un peu aussi l'enfer sur Terre. Mais par contre, il y a énormément de nationalités là-bas. Il y a très peu de locaux, ce qui est un désavantage au départ, mais du coup, c'est des gens du monde entier. C'est riche culturellement par les nationalités. Donc, en fait, je m'enrichis de ça et pour moi, j'avais pas beaucoup d'attentes, en fait. Tu voulais juste partir et faire un stage à l'étranger. C'est ça. Et donc, quand tu vas au Brésil, là, est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que ton état d'esprit change? Oui. Du coup, Brésil, j'étais deuxième partie de cette année, je l'ai fait à Bruxelles, donc ça a été le contraste. Je suis passée de 30 degrés à Bruxelles. Un gros changement. Gros changement et j'appréhendais un petit peu au départ, mais au final, j'ai beaucoup aimé. C'était une expérience au Parlement européen. Donc, vraiment, belle expérience. Ouais, c'était génial. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était quelque chose qui était passionnant, beaucoup plus sur le côté engagement aussi. Du coup, qui a commencé aussi à se construire à ce niveau-là, dans le groupe des Verts au Parlement européen. Donc, c'était super enrichissant. Et du coup, le Brésil est arrivé après ça.
Et Brésil, je commençais à voir que quand même, j'aimais beaucoup vivre à l'étranger. Et Brésil, c'est le coup de cœur. Enfin, j'adore ce pays. Pour la première fois, j'arrive à un endroit et pourtant j'avais du coup un peu baroudé Oui, avant. t'avais déjà vu. Dès que j'étais sur une destination, j'en profitais pour bouger. J'avais vu l'Asie, j'avais vu un petit bout en Afrique du Sud. Enfin, j'avais fait pas mal de pays en Europe. Oui, t'avais bien bougé pour le coup. J'avais pas mal commencé à bouger. Et du coup, Brésil, je me dis pour la première fois, mais à Rio, je me dis, mais je veux vivre ici. Qu'est-ce qui t'a attiré Parce que pour le coup, j'ai bien bougé aussi et ça m'a pas fait cet effet-là. Ok, Donc super ça intéressant. m'intéresse de voir qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'ai envie de rester quoi. Rio, c'est vraiment ce côté. Enfin, déjà, c'est une intuition. Enfin, dans le sens, je me suis vraiment sentie bien dans cette ville. Et il y avait tout ce contexte. Enfin, c'est dingue. Déjà, scéniquement, je trouve que Rio est dingue parce que Oui, ça, je suis d'accord. t'arrives sur le lieu et en fait, on dirait un décor de cinéma, mais réel, avec énormément de nature florissante partout. Et tu vois ce décor se dessiner en relief autour de toi. Et je trouvais ça magnifique. Oui, ça, je suis d'accord. Juste merveilleux, quoi. Genre Et c'était ça qui a fait que tu t'es senti en bien. plus, il y avait de la musique. Ouais. Je trouve que culturellement, en tant que Français, on est très proches, Français, Françaises, on est très proches, en fait, de la manière de fonctionner, au moins émotionnellement, de la culture brésilienne. Donc, en fait, je m'entendais très bien aussi avec les personnes sur place. Enfin, je veux dire, m'entendais bien, mais au-delà de ça, c'était vraiment des rapports sur lesquels pouvais me projeter pour vivre. Parce que culturellement, enfin, c'est pas gênant d'être totalement différent, mais sur un long Sur terme, du long terme, peut-être, ça peut émotionnellement, être tu vois, quand tu commences à avoir des relations avec des gens, amicalement, simplement, tu vois, t'as quand même des freins dans d'autres cultures. Et là, en fait, c'était vraiment, tout était naturel. Enfin, je pense qu'on se comprenait vraiment bien. La nature était incroyable. Donc, c'est la première fois où tu te dis je peux rester. Ouais, Rio, je me dis, je veux vivre ici. Voilà, enfin. Et tu savais ce que tu voulais faire? Non. Ah Ouais, non, donc non, toujours bien pas. sûr. Non, bien sûr que non. Donc, ouais, c'était vraiment coup de cœur et j'ai dit, j'y reviendrai plus tard, quoi. Et donc tu vis là-bas 6 mois, c'est un échange de 6 mois un petit avec peu moins, mais ouais. un petit peu moins avec l'école. Et après, tu vas faire quoi? Et deuxième semestre, je le fais en échange avec la FIU, Florida International University, à Miami. Ah oui, donc là, rien à voir encore. C'est ça qui est génial avec ton parcours, c'est que pour le coup, les pays dans lesquels tu as vécu n'ont rien à voir. Après, Miami, c'était ce qui ressemblait le plus à Dubaï. Oui, bah c'est ça. Ce qui ne m'enchantait pas du tout, du coup. Bah, Je me suis dit, c'est pour ça. Ça c'était va pas un trop choix. avec ce que tu es aujourd'hui. Ouais, ça a été un choix de contrainte au départ parce que je voulais pas aller là-bas. Je voulais aller en Chine parce que je me disais. Je voulais faire pareil, mais le campus était toujours fermé. Exactement. Voilà. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, je me suis accrochée à la Chine. Et en fait, je voyais que le campus ne rouvrait pas parce qu'encore une fois, c'était contexte de Covid. Donc j'étais un peu. Pas le choix, faut faire autre chose. Fallait faire autre chose. Et après, bon, ça coûtait très cher les États-Unis. Donc j'étais vraiment en train de me dire, est-ce que vraiment tu veux faire cet investissement, enfin le fait de vivre, hein, les études, ça me coûtait pas quelque chose, mais le fait de vivre sur place, rien que ça, c'était un investissement. Moi, c'est ce qui m'a freiné avec les États-Unis. Ouais, mais clairement. Pour la première fois de ma vie, je faisais une colocation. Alors que je suis pas faite pour une coloc. Enfin, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, donc. Là, je devais faire coloc, enfin, ça me saoulait plus que tout. Genre, je voulais pas y aller. Et finalement, sur place, comment ça va se passer? Sur place, non, en vrai, je trouve mon équilibre parce que c'est un très beau campus. J'apprends aussi beaucoup de la culture, qui est quand même, on l'oublie des fois, mais les États-Unis, c'est un délire. Oui. Très différent de nous. C'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir vivre là-bas. C'est intéressant. Et puis, je me dis, encore une fois, il y avait ce truc dans ma tête où je me disais, capitalise un maximum sur tout ce que tu peux faire pour enrichir ton profil, ton CV, parce que j'avais quand même cette peur encore une fois, de me retrouver de la bonne sans élève. rien. Quoi. Ouais, voilà. De me dire sans rien ou de me retrouver sans rien du jour au lendemain. Donc, je disais, c'est le plus prestigieux, c'est une université étrangère, c'est le plus prestigieux des choix que tu aies pu faire, que j'avais à faire. J'apprenais l'anglais, donc ça aussi, plus-value énorme. Et voilà, c'est un très beau campus. Donc tu vois, tu l'as fait un peu pour cocher les bonnes cases, découvrir forcément une culture, mais surtout cocher les cases pour ton CV. Ouais. Et donc après, ça va t'ouvrir quelle porte?
Bah, à ce moment-là, du coup, je continuais d'être énormément intéressée par l'entrepreneuriat. On va dire, je travaillais de loin sur mon projet, même si, on va dire, j'avais quand même lâché prise énormément. J'étais toujours un petit peu dans les cercles entrepreneuriaux. Donc, j'ai plusieurs accroches avec des consultants, notamment, qui souhaitent me recruter dans un cabinet de conseil là-bas. Et À là, Miami? ah ouais, ouais, ouais. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, c'est le moment un peu de choix. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Parce que pour le coup, c'est prestigieux aux yeux du monde. Oui. C'est un peu le choix logique à faire après une école. Et toi, finalement, c'est pas ce qui t'attire. Ben, si, ça m'attirait pour quand même la sécurité, Oui. etc. Et au départ, je Et me pour dis, ces raisons-là, pas ouais. forcément pour les... Non, pas pour mais je me cherchais encore un peu. Enfin, je veux dire, c'est dur de se connaître, Ah même oui. surtout après avoir fait des études comme ça. Enfin, ultra généraliste. Donc, j'avais aucune spécialisation si c'est affaires internationales. Enfin, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, bah t'inquiète. hein, International business, Voilà, c'est génial. Mais exactement qu'est-ce le qu'on même fait avec problème. ça? Mais c'est tellement large Ouais. que quand tu sors, t'es complètement C'est perdu. ça. Ah, c'est ça. Bah, en fait, tu peux tout faire. Parce qu'à Tu la peux tout fois, tu as faire. un profil qui est hyper riche, mais à la fois, tout faire, c'est aussi ne rien faire. Donc, Exact. Et puis, tu as toutes les questions à te reposer. Enfin, voilà. Et donc, toi, tu vas faire quoi? du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, est-ce que j'engage ce truc à un conseil à Miami? J'étais pas passionnée et il y avait un truc qui jouait en ma faveur, c'était que les démarches pour un visa étaient très complexes. Et on va dire, ça m'épuisait. J'avais envie de faire ça maintenant. Enfin, j'étais vraiment... là, pour le coup, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps de décélérer un peu, de prendre du temps, de te poser les bonnes questions, de dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Et il y avait ce projet aussi, du coup, avec Laura qui planait. Est-ce que je le reprends, même si elle n'est pas là? Est-ce que moi, je le porte? Voilà, toutes ces questions-là. Et je me dis, le choix que je fais, vu que c'était compliqué pour les démarches, je pense que si ça avait été simple, malheureusement, peut-être que j'aurais cédé au confort. Comme quoi. Mais les démarches étaient complexes et vraiment, j'avais pas la force. Genre, j'étais épuisée, tout simplement, de 6 années d'études que j'avais pas envie de faire. Oui, c'était un tout. Et puis, c'était peut-être le moment de faire autre chose. Ouais, j'étais vraiment épuisée. Je voulais plus entendre parler de trucs compliqués. Enfin, c'était pas possible. Et du coup, je me dis à ce moment-là, c'est génial. Je vais prendre du temps. C'est pas arrivé, enfin, c'est jamais arrivé Ouais, dans c'est toute jamais ma vie. arrivé. J'ai jamais pris le temps dans ma vie de me poser, de juste faire rien entre guillemets pendant quelques mois. Bon, j'avais bossé du coup pendant mes études avant. C'est à ce moment-là que je faisais du conseil aussi juste avant, pendant Sciences Po et tout. Enfin bref. Oui, donc tu avais toujours travaillé à côté. Donc j'avais toujours travaillé, ce qui fait que j'avais de l'expérience. Donc j'étais pas en catastrophe à l'idée de me trouver un stage de fin d'études, puisque c'est vrai que je devais faire ce stage de fin d'études, comme toutes les fins d'école. Donc j'étais pas frustrée de me dire, si je fais pas ce stage maintenant, j'aurai pas l'occasion de faire un autre stage, parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Oui, c'est le gros stage qui mène à une embauche. C'est ça. Et encore, moi, j'avais pas fait. Ah ouais? Non. C'était pas obligatoire? Non, mais parce que j'étais en master spécialisé. Ok. Et du coup, je devais faire une thèse par contre, mais je n'étais pas obligée de faire un stage. Ok. Et vu que j'avais justement, moi, pris cette année entre ma licence et mon master, j'ai pris une année où je suis partie à Londres, enfin, j'ai bossé aussi, enfin, j'ai fait des stages. Ouais. Du coup, j'ai négocié de ne pas faire de stage en fin d'études. Okay, enfin, je ne voyais pas l'intérêt que ça allait m'apporter. Ouais, pour des personnes qui ont déjà des galons, bah, c'était ça. C'est clair. Mais toi, du coup, tu as dû faire un stage? Moi, c'était obligatoire, c'était carrément obligatoire. Et là, je me dis, c'est vraiment chiant, encore une fois. Bah, oui. Parce que, enfin, c'était stage ou emploi. Donc, mais si tu aspires à un emploi un petit peu guindé, tu peux pas rentrer en disant CDI. Prenez-moi. Yes. Voilà. Donc à ce moment-là, je me dis, je suis peut-être en train de griller, si je fais pas ça, une opportunité de me mettre dans les beaux draps d'une très belle entreprise qui va m'apporter de très belles choses par la suite. Oui, parce que toi aussi, à ce moment-là, tu te dis quand même que c'est la voie royale, il faut rentrer dans une belle boîte. Bah mais ça me rassure parce que c'est exactement le même parcours. Ouais, c'est clair. Oui, je me dis, c'est prestigieux, je vais faire ça, tout le monde fait ça. Exactement. Et donc, je me dis, ça y est, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Donc, je commence quand même à regarder. Je fais des entretiens avec des grosses boîtes, le Big Four, etc. Je prends la température, je contacte plein de gens pour leur demander comment ils vont dans leur vie, comment ça se passe, comment ça va. Donc, c'est le moment un peu de recherche. Et vraiment, je remue ciel et terre. Je remue tout. Genre, je me mets le nez partout.
pour justement essayer de voir, un, ce qui me plairait, apprendre à me connaître sur cet aspect, deux, quelles sont les possibilités réalistes. Oui. Donc je candidate à l'ONU à New York, comme autant je candidate en conseil à Miami, puis comme autant je candidate... Enfin, je teste tout. Mais c'est bien, au moins, tu as toutes les opportunités, Ouais. après, tu vois ce que tu choisis. C'est ça, je me dis, je me teste un peu. Et en même temps, quand j'ai une réponse positive, je me dis, ah, comment tu te sens? Est-ce que tu es heureuse ou est-ce Oui, que... par contre, tu es prise quand même, tu as plusieurs options. J'ai des options, et puis alors, en soi, je ne m'inquiétais pas trop, parce que je voyais que j'étais débrouillarde, j'avais fait du conseil déjà, enfin en sortie d'études, j'avais de bonnes études, j'avais fait du conseil, j'avais monté un projet d'entrepreneuriat, Ouais. j'avais d'autres expériences professionnelles, enfin j'avais pas arrêté en soi, j'avais pas pris 2 secondes pour Oui, me donc tu as un reposer. profil hyper intéressant. Donc en soi, j'étais pas inquiète, mais par contre, j'étais inquiète de me retrouver dans la mauvaise position, avec la mauvaise intention, enfin... Donc ça, à ce moment-là, j'ai quand même le recul pour me dire, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Et vraiment, c'était au départ, encore une fois, un peu comme je l'ai fait en partant en voyage à 18 ans, je me dis, ok, tu prends ce moment, mais ça va être de quoi reculer pour mieux plonger dans le conseil. Ou autre chose, mais enfin, je veux dire, dans un truc oui, mais plutôt prendre le sérieux, temps déjà de réfléchir. Et donc à ce moment-là, je prends le temps pour la première fois et je me dis, je mets sur une petite liste tous mes rêves. Donc je dis, qu'est-ce qui t'anime, quels sont tes rêves et qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Donc là, je me rends compte que j'ai une énorme liste. Je me dis, putain, si plein de choses à faire. Si tu es consultante dans un grand groupe, il va falloir trouver le temps, hein, parce que c'est pas aisé, mais il va en falloir du temps. Et donc, le plus accessible à ce moment-là, c'était que j'étais aux États-Unis et je me dis, je vais aller vivre au Brésil, réfléchir. Bon, c'est pas très loin. C'est le pays où j'ai voulu vraiment m'installer. Et je me dis, sur ma checklist de rêve, j'avais vraiment envie de vivre au Brésil. C'était vraiment mon but. Et donc, à ce moment-là, je me dis, génial, je vais retourner vivre au Brésil. Sans plan particulier, juste vivre au Brésil. Ouais. J'avais quand même évidemment postulé à plein de trucs au Brésil, mais je voyais que c'était compliqué parce que soit c'était des entreprises françaises en fait qui recrutent pas. Et moi, j'avais appris le portugais sur place, mais j'avais pas un niveau qui pouvait me différencier sur le marché du travail franco-brésilien. Donc je sentais que ça allait être un peu délicat. Mais bon, je fermais vraiment pas la porte. Donc je postule à l'Alliance française au Brésil, enfin je postule à des trucs, à la chambre de commerce au Brésil, plein de trucs. Et je me dis, de toute façon, dans le doute, j'ai pas de retour positif pour l'instant, je vais vivre là-bas, on verra. Mais de toute manière, ça va être le moment de réfléchir. Et donc, je pars des États-Unis. Et là, je me dis, bon, c'est bête quand même de pas connaître l'Amérique latine. Je me dis, je vais passer par d'abord le Mexique, vu que c'est tout près des États-Unis. Donc, j'arrive au Mexique, catapultée. En plus, je me dis, c'est trop bien, le Mexique, on peut rester 6 mois avec un passeport. Et je me dis, c'est trop l'occasion, je vais rester 6 mois. Je vais utiliser la totalité de mes jetons de vie. Et au fur et à mesure, je verrai avec mon objectif Brésil. Pour la première fois de ma vie au Mexique, du coup, j'ai un peu de temps. Et là, je commence à vraiment me dire, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Et là, je commence à cerner le fait que, j'adore voyager. Je veux vraiment continuer de voyager. Et même au-delà de vivre à l'étranger, voyager. Alors, ce qui est totalement différent. Parce que demain, j'étais en conseil à Miami et j'aurais pas pu voyager comme je l'aurais voulu. Donc j'aime voyager, je veux absolument avoir de l'impact. Mon projet me manquait, je trouvais énormément de sens et pour moi, je voulais bosser pour un truc qui améliore le monde, entre guillemets. C'est un peu mon côté idéaliste, je veux améliorer le monde. Et voilà, et être libre aussi, la troisième chose, c'était vraiment être libre quand même de demain pouvoir être assez flexible. Donc ça allait bien avec l'entrepreneuriat. J'adorais ce côté entrepreneuriat parce que tu gères un peu ta vie comme tu l'entends. Et puis tu l'avais déjà fait, donc tu savais que c'était possible aussi pour toi. Ouais, clairement. Par contre, je savais que je voulais absolument pas revivre 3 ans de passage à vide où tu galères. Alors quand j'étais étudiante, ça va. J'avais la bourse, qui fait qu'au final, je galérais pas non plus. Bon, je bossais quand même à côté, c'est ça aussi qui était difficile. Mais là, j'avais envie de voir vraiment je me voyais pas faire de la R&D. Genre, typiquement, ce projet, c'est pour ça que je suis pas revenue vers ça, c'est que c'était énormément de R&D, de recherche and development. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je veux pas me relancer là-dedans, c'est trop lourd, j'ai pas la foi. Je veux vraiment vivre des trucs et vraiment
il y avait ce côté aussi commun, expérience en commun, qui me plaisait beaucoup. Et moi, de moi-même, lancer un projet. Ouais, c'était Enfin, pas... si En c'est fait, tu commences à personnel, comprendre vraiment ce à quoi tu aspires ouais, et mettre un peu toutes tes passions en commun ouais, pour vraiment avoir un projet de vie qui c'est te ça. corresponde, quoi. C'est ça. Et là, je me repose la question, est-ce que tu dois rentrer en Europe, en Mm. Corse? Quelle est la Corse? Quelle est l'importance de la Corse dans ton parcours? Mm. Parce que c'est vrai que c'est, encore une fois, je pense que c'est une identité, une culture qui est très forte Oui. et c'est des questions qui reviennent toute la vie, quoi. Ça, Mm. j'en suis tellement attachée. Et donc ça, c'était des questions aussi qui, à ce moment un peu de faiblesse, bah, ressurgissent et me font poser bah, plein de questions à ce niveau-là. Mais c'est pas trop une option parce que mon diplôme pouvait pas vraiment me donner d'options sur place. Oui, t'avais pas d'opportunités concrètes. Non. Par contre, je voulais me laisser la possibilité de rentrer possiblement si je le souhaitais. Je voulais pas m'ancrer et ne plus jamais rentrer Oui. parce que je suis bloquée à l'autre bout du monde dans un travail. Donc là, tu as tout le champ des possibles. Tu voyages au Mexique. Et après, qu'est-ce que tu vas Oui. faire? Et là, je suis au Mexique et donc là, je reprends contact. Enfin, c'est lui qui vient vers moi au départ. Du coup, un réalisateur avec lequel j'avais tourné quand j'avais 15 ans un petit film publicitaire dans un village de vacances. Je jouais comédienne, l'adolescente, aucune compétence là-dedans. Donc là, c'était complètement par hasard à 15 ans. À 15 ans par hasard, j'aimais bien faire des petits trucs. Bon, bref, je me retrouve comédienne avec ma mère, très drôle, Trop drôle. dans un petit film du coup de centre de vacances en Corse. Et le réalisateur de ce petit film documentaire, je regardais ce qu'il faisait depuis des années, parce qu'il publiait notamment sur Facebook tout ce qu'il faisait. Je me disais, c'est quand même sympa d'explorer le monde, d'être payé pour ça, de faire des films. Il faisait des films incroyables, d'une poésie incroyable, très touchante et vraiment avec un rapport très sensible à la nature. Et je trouve ça dingue. Enfin, j'adorais ce qu'il faisait. Donc quand il me renvoie un message, je lui dis bah oui, je me souviens de toi. Enfin, ta vie, elle est incroyable. Ah oui. Comment ça va, tu vois? Donc Et c'est trop drôle parce que c'est lui qui va t'écrire des années après. Vous n'êtes pas spécialement resté en contact. sur Facebook, mais comme on voit Oui. passer les publications de personnes, donc je likais ses trucs, il likait les miens si j'en publiais, mais on Oui, mais parlait il pas quoi. t'écrit à ce moment-là de ta vie où Ouais. tu te poses les questions. Moi, je trouve ça énorme. Exact. Donc à ce moment-là de ma vie, on reprend contact. Lui, il avait traversé une période un peu difficile avec le Covid parce que du coup, bah, À moins son de travail projets, ouais. le faisait voyager. Il y avait aussi faire de la com. Là, tout s'effondrait un peu. Donc remise en question un peu de son côté sur l'intention à donner pour la suite. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que je vais faire, ouais. Et à ce moment-là, ce qui était drôle, c'était que donc il y avait la COP 30, la COP 28 pardon, qui se préparait aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Donc ça fait sens. Exact. Et donc là, on échange notamment sur cette question-là. En fait, il avait il avait pas vraiment de connaissance je crois qu'il n'est jamais allé aux Émirats Arabes Unis. Et moi, du coup, j'étais son contact à peu près le plus proche parce qu'on vient de la même ville. Il est né, à Ajaccio aussi. Et j'étais un peu son contact le plus proche qui connaissait un peu le territoire. Il avait passé pas mal de temps là-bas. Et donc à ce moment-là, moi je démarre au quart de tour, je dis mais c'est génial, imagine, on va pouvoir traiter la COP 28 sous l'angle au final qui me fait plaisir de traiter aux Émirats, c'est-à-dire l'angle naturel, montrer la nature environnante des Émirats Arabes Unis. Et enfin, je vais pouvoir parler du fait qu'il n'y a pas que des influenceurs et des influenceuses aux Émirats Arabes Unis. Donc là, vous voyez tout de suite les synergies possibles entre sa vision et la tienne. Et donc voilà, ce projet commence à peine à se structurer. Et je me dis, c'est vraiment cool. Moi, je suis prête, je lui dis, je suis prête à t'accompagner, à te donner les contacts sur place, à faire un taf vraiment pour que ce petit documentaire, cette capsule sur les Émirats à côté nature, voit le jour. Et en plus, il y a la COP 30, la COP 28, pardon. Du coup, je me dis, ça rentre totalement dans mon champ de compétences. Je revenais de cette expérience au Parlement européen. Enfin, c'est un truc qui me plaît, quoi, porter des messages, notamment pour tout ce qui est COP, environnemental, etc. Donc je me dis, mais c'est génial. Donc là, tu vas faire le projet avec lui. Et donc là, on commence à parler de ce projet-là. Et lui avait fait une expédition quelques mois auparavant en Méditerranée. Et voilà, de fil en aiguille, il me parle d'un projet ou il me parle de cette expérience-là. Et moi, j'étais au Mexique, donc là où il y a tous les dauphins, tous les trucs et tout, inimaginables. Et je lui dis, c'est trop drôle. Et en plus, lui, il adorait le Mexique, il avait plongé 1 milliard de fois là-bas. Et il me dit, c'est fou, par contre, je viens de plonger en Méditerranée. J'ai dit oh, la mer la plus polluée du monde, c'est ça?
Et il me dit, ouais, mais c'est fou, par contre, il y a des trucs de dingue. Je dis, vas-y, raconte un peu. Ouais. Et en fait, de là naît l'opportunité de partir sur un bateau, parce que lui devait faire des images pour un projet, un premier projet. Et moi, de mon côté, ben, on s'organise. Et je dis, mais moi, sur ce projet, je peux faire de la com. Je suis compétente en com. Je vais t'aiguiller. Et tu sais quoi, ça va être une très bonne opportunité pour que nous, on commence à se roder si demain, on doit monter des projets ensemble, notamment dans la COP 28, qui était quelques mois après. Ce projet, il datait du coup de juin 2023. Et donc, je dis, go, tu sais quoi, partons. Enfin, c'est lui d'ailleurs qui me dit partons. Et moi, je t'ai dit, je suis prête à revenir en Europe pour toi. Je voulais plus trop en prendre l'avion déjà à cette époque-là. Je dis, écoute, je suis prête à prendre un avion pour toi. On monte sur ce bateau. Première fois de ma vie que j'allais monter sur un Ah bateau. oui, là tu découvrais tout. Je me dis, écoute, franchement, il y a ce projet, mais je pense que vraiment, il y a un truc à faire et ça me plaît. De toute manière, Tu avais le temps et c'était ouais, des sujets qui voilà. t'intéressaient. Donc, Puis je voyais vraiment le potentiel, on va dire, mm. derrière aussi, de se dire on peut bien s'entendre, on peut faire plein de trucs. C'était quelqu'un vraiment que j'adorais pour son travail, que je connaissais très peu. Je me suis dit, franchement, vu son travail, je suis sûre que c'est quelqu'un de génial. Et en fait, on se revoit 8 ans après, j'avais 15 ans quand Ah oui, et c'est lui, ça. il est beaucoup plus âgé. Ouais, il a 43 ans. Ouais, donc 20 ans quasiment de Ouais. plus que toi. Quoi. Donc en fait, on prend le pari de se retrouver ensemble, catapultés sur cette expédition qui part en mer et en se disant on va tourner un documentaire pour raconter un peu tout ce qu'on a vu, faire des images. Moi, je vais faire de la com. On va commencer à construire ce truc à partir de là. Et donc là, tu vas partir pour la première fois sur un bateau. Et donc là, je fais Ah, un Mexico. Alors, je fais pas de la pub à l'avion, mais là, j'étais obligée puisque le jour J, en fait, où je rentre en Europe après des mois, enfin, ça faisait combien de temps? Ça faisait des mois que je n'étais pas rentrée parce que du coup, j'avais enchaîné Brésil, États-Unis. Enfin bref, ça faisait longtemps et je m'y projetais pas du tout. Je me retrouve un peu du jour au lendemain catapultée sur ce projet, sur un voilier. Je me retrouve les deux pieds sur un catamaran, mon sac sur les épaules, le jour J où j'arrive de l'autre bout du monde. Ah, Donc, le jour J en plus, donc il ouais. n'y a pas de transition, Non, quoi. C'est tout j'ai de vraiment, suite. j'ai même pas refait mon sac, j'arrive. J'ai pris un appareil photo qui traînait, enfin ridicule. J'arrive pour faire de la com avec mon iPhone qui est encore à l'époque c'était un iPhone je sais plus combien mais très peu, tu vois, il n'avait pas le champ de perspective, il n'y avait pas le mode cinématique, rien. J'arrive sur ce projet sur un voilier. Alors moi, je n'étais jamais montée sur un voilier de ma vie. C'est exceptionnel, parce que là, tu prouves que quand tu saisis les opportunités, il peut se passer des choses incroyables. Et ouais, Parce que après, pour le coup, j'avais aucune idée de comment on allait s'entendre et tout. Oui, Tu vois, mais bon, déjà, juste de pouvoir faire ça, c'est Ouais. énorme, parce Ah que ouais. tu l'avais jamais fait, Ouais, de tout folie. était nouveau. Ouais. Et donc là, c'est la révélation. Et donc là, je me retrouve sur un bateau avec. Eux sont plongeurs. Bon, je connais pas la plongée. Ouais, tout est nouveau. Un catamaran, je sais pas ce que c'était. Genre, faire de la com, ça, plus ou moins. Bon, je sais faire, mais bon, ouais, je me dis, c'est quoi ce projet, quoi? Et en fait, la grosse claque, je découvre la Méditerranée. Et là, des baleines, des dauphins, des trucs, enfin, ne plus en pouvoir. Vraiment, je me levais tout le matin, je voyais des baleines. Et là, je rencontre Lovina, qui est une personne très importante dans ma vie, encore aujourd'hui, qui est l'océanographe du projet et qui, en fait, du coup, en plus de ce que je voyais, pouvait apporter des connaissances. Pouvait dire, regarde ce dauphin, ci, là, enfin, tout à lier, toutes les observations. Et ça, je trouve ça génial, l'océanographie. Je me dis, mais c'est dingue. C'est ça que je veux faire, en fait. Je veux être océanographe. Donc rien à voir avec tout ce que tu avais fait. Ouais. Ah non, donc là, tu rien à découvres voir. un nouveau milieu, Ouais. nouvelle personne. Et puis, elle a vraiment une capacité à retransmettre l'information. Elle est géniale. Elle est solaire, elle est pétillante, elle est toute jeune. Donc, enfin, elle découvre en même temps, mais avec une richesse, passion, une passion, une richesse, tout ça. Et ouais, ça me fascine de voir des gens aussi passionnés. Ça rend passionnant du coup. Ouais. Et je me dis, mais c'est dingue. Et en fait, on se regarde avec du coup Franck, le réalisateur, et on se dit, on peut pas laisser passer ça. Enfin, c'est dingue ce qui est en train de se passer, quoi. Il y a un réalisateur, une scénographe, une personne qui fait de la com sur ce bateau. Faut en faire Et quelque genre, chose. on va rien en faire. Ouais. Genre, c'est pas possible. Et tout ce qui se présentait autour de nous, la Méditerranée, etc., était juste dingue. J'étais incapable de citer 2 espèces. Et là, en fait, je découvrais chaque jour
des choses incroyables. Incroyables. Enfin, même, c'est difficile de. Enfin, c'est vraiment, ça allait contre mon entendement. J'avais l'impression de vivre un rêve, enfin bizarre, vraiment, parce que je voyais des énormes espèces. Enfin, c'était vraiment le choc. Enfin, j'ai vécu un peu ça comme une petite claque, quoi. Je me dis, Ouais. mais comment t'as pu passer à Mais en côté soi, de la ça? plupart des personnes passent à côté de ça. Ouais, ah ouais, Enfin, clairement. je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont des connaissances sur Ah ce ouais, clairement, milieu-là. clairement. Et c'est ce qui est Et intéressant, du coup, de je me pouvoir suis en dit, mais parler. curieuse, Hmm, quoi. Et là, tout est nouveau. ouais. Et donc là, tu te dis, en fait, j'ai trouvé ce qui me plaît vraiment. Et donc là, je me dis, je sais pas si j'ai trouvé ce qui me plaît vraiment, parce que j'étais Mm. quand même, enfin, je suis pas influençable au Ouais. point de changer totalement de vie du jour au lendemain. Par contre, je me suis dit, là, il y a un projet à faire. Mm. Enfin, tout le monde fonctionnait tellement bien, on était tellement Ouais, c'était logique, en pertinent. fait. Et ben, ça s'est fait, en fait, le projet s'est fait naturellement, quoi. J'ai aucun mérite là-dedans. Mm. Et voilà, donc c'était évident. Avec Franck, on s'est regardé, on a fait un point en revenant de l'expé. Enfin, je sais même pas si on a fait un point, tu vois. Genre, Ouais, c'était naturel. Parce que du coup, il a monté c'était le projet super avec toi. naturel. Ouais, du coup, bah, lui avait déjà essayé de monter un projet avec des influenceurs sur des Mm. expéditions. Moi, le côté influence, du coup, me parlait moins. Par contre, ça s'est fait de manière assez évidente quand on était sur ce bateau de se dire il y a un intérêt à regrouper des compétences entre elles. Moi, j'étais moins partisane du côté très influence parce que ça doit être un moyen mais pas une fin. Et en fait, j'étais beaucoup plus partisane de construire vraiment un truc beaucoup plus, une stratégie, enfin un truc grand derrière ça. Et en fait, bah, encore une fois, ça s'est fait ultra naturellement. Enfin, on s'est dit, ben, on va refaire une expédition. Genre, on a posé le pied au sol et là, je pensais plus du tout au Brésil, rien, que j'avais même pas réussi du coup à Oui, du rejoindre à coup, ce tu avais moment-là. pas. Couper l'herbe sous le pied directement, mais je me dis, en fait, c'est trop bien. Enfin, genre, j'ai trop envie de travailler là-dessus, de continuer à bosser sur ça. Et donc Donc, là, tu montes ce projet où le but, c'est vraiment de faire des expéditions et de montrer un peu plus au grand public ce qui ouais, se passe ouais. pendant vos expéditions. Exact, donc de là naît l'envie de créer une asso. Et enfin, de toute façon, encore une fois, c'était tellement naturel. Mm. On s'est dit, on va créer une autre expédition. Et sauf que là, on va le faire bien et ça va être organisé. Et là, on prend les rênes du truc à fond, quoi. Et donc là, je passe 2 mois horribles à m'enfermer parce que il fallait tout faire. Donc c'est ça, tu as tout à monter là pour le C'était coup. horrible. Et genre aussi, il fallait des sous pour louer un bateau. Ça coûtait cher ce voilier. Enfin, c'était terrible. Et ouais, un voilier, ça coûte cher. Je découvrais tout. Ouais. Le milieu de la mer, inconnu totalement. Enfin, Et du comment coup, tu vas faire? je découvre tout un univers. Alors, je fais un travail ingrat, mais qui du coup, Mm. je savais faire parce que j'avais été consultante. C'est d'aller chercher des financements en expliquant monter des slides, monter un projet. Je leur expliquais, voilà notre projet, on est telle personne, on peut capitaliser sur nos profils et on a cette ambition-là et on a besoin de tant d'argent. Ça, je savais faire, c'était génial. Donc, je suis allée voir tout le monde susceptible de pouvoir porter avec moi ce projet en termes de sponsors. Un travail terrible du coup parce que c'était en plus l'été, donc Ouais, donc tout pas la bonne était fermé. période. Donc là je me dis subvention, c'est mort, de toute façon le projet est trop récent, enfin c'était vraiment du bricolage quoi. Donc à ce moment-là je bricole quoi, je me dis ben voilà il faut pour une équipe de 8 ou 10 personnes, il va falloir 1 000 € de course. Ben, je vais aller demander des dons en nature de courses quoi. Pareillement, enfin, je fonctionne un petit peu comme ça pour réduire au maximum les coûts. Et pour le dernier budget qui lui est, on va dire, qu'on peut pas réduire. C'est le bateau. Voilà, bah, le bateau aussi, j'avais quand même fait des partenariats pour Ah oui, faire t'avais la réussi. visibilité et tout. Ouais. Donc, non, bateau, ça allait, on était partenaires. Bon, pas gratuitement, hein, parce que ça reste quand même Oui. des budgets énormes. Mais par contre, du coup, voilà, je bricole un peu comme ça et vraiment, je passe des nuits blanches parce que c'était beaucoup de travail. On était au mois de juin et le but, c'était de partir en septembre. Oui, c'était En sachant intense, qu'il y avait là. toute la vision derrière à essayer de projeter, parce que partir pour partir, on avait quand même l'intuition qui était super naturelle du projet.
Mais par contre, il y a quand même un travail, moi qui suis méthodique, on en parlait un peu dans nos discussions un peu ce matin, c'est que j'ai besoin d'avoir une stratégie avant de savoir ce que je fais, quoi. En tout cas, j'adore faire les choses méthodiquement, les choses bien, Il faut une vision, faut que tu consciencieusement. saches pourquoi tu le fais Ouais. vraiment au fond. Donc ça a pris beaucoup de temps. Enfin, c'était même pas encore tout à fait Mm. construit, mais ça, du coup, c'est pas simple de vendre un produit, un projet Mm. quand t'as pas. Enfin, tu vois, C'était tellement récent que ça c'est ça. paraît compliqué à vendre. C'est ça. Donc, on capitalise sur les images de la première expédition en se disant, ouais, c'est vrai qu'elles sont dingues. Donc, on avait cette chance-là et en fait, on arrive à partir en septembre, juste après. Et cette fois, on fait un tour de Corse, parce qu'on avait fait les eaux du large, on fait un tour de Corse avec l'équipe qui commence à se construire. Et donc là, c'est dingue, c'est trop bien. Enfin, on arrive à faire ce qu'on veut. Un documentaire pour la première fois d'un 26 minutes. Même le réalisateur, c'était la première fois qu'il faisait un documentaire de 26 minutes. Donc, on va dire, C'est tout le énorme. monde se tire vers le haut. Mm. Lovina, pareil, enfin, elle était tellement contente d'être là pour justement faire des choses le fait d'être en mer aussi. Enfin, les océanographes, souvent, ils sont aussi chargés de projet, souvent dans un bureau. C'est vrai. Donc, c'est l'occasion d'être en mer et vraiment faire de la voile, enfin, que des trucs. Tout le monde se tirait vraiment vers le haut et tout le monde était super fort dans ses Ouais, compétences en fait, propres. vous étiez tous très Ouais. complémentaires et c'était logique de faire ce Ouais. projet ensemble. C'est ça, et donc en fait, on se dit, on revient de cette expédition, on se dit, mais c'est génial, il y a vraiment un intérêt. Maintenant, il faut travailler sur l'impact de ce projet-là, visibilité, et puis même la vision. Et donc là, vraiment encore une fois, par total hasard, je rencontre Florian, qui est un Allemand, qui ne parle pas français, mais ça tombe bien, on parle anglais tous les deux. Florian, qui est un ancien d'Ashoka, qui connaît bien l'engagement. Ashoka, c'est une grande organisation qui aide les entrepreneurs à impact. Ouais. Et en fait, il est intéressé par mon profil, entre guillemets, le projet, parce qu'il sent que j'en veux et que je suis hyper passionnée. Et donc, on parle de la vie, vraiment, on échange sur un peu tout. Et le hasard fait forcément, moi je parle de ce projet qui venait de se faire et qui me passionne. Et le hasard fait que Florian a un bateau qui traverse l'Atlantique quelques jours après. Ah oui, donc là, les planètes étaient alignées pour le coup. Et donc là, il me dit, bon, ça fait 1 an que je travaille sur l'équipage et tout. Je dis, oh ouais, c'est fou. Et il me dit, bon, mais franchement, est-ce que tu veux venir? Et je dis, oh là là, Florian, on se connaît pas quand même. Qu'est-ce que Toi, c'est? tu De quoi connaissais pas tu me vraiment non parles? plus ceux avec qui t'étais partie la première fois. Ouais, mais j'étais près des côtes. C'était quand même des gens de Oui, confiance. c'est vrai que c'était différent. Ma mère connaissait le Franck. Oui, ça joue. Ils avaient tourné ensemble. Là, ma mère Oui. ne connaissait pas Florian. Ouais. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est? J'ai aucune connaissance en voile, parce que les 2 fois où je suis partie, c'était sur l'expédition. J'avais aucunement l'occasion de m'intéresser à la voile, même si ça me passionnait. Enfin, je voyais le potentiel d'être passionnée, mais j'avais pas du tout le temps de m'intéresser à ça. Il y avait le skipper qui faisait son job et il échangeait pas trop avec nous non plus. Enfin, Oui, je veux dire, chacun il sa était dans mission, l'équipe, quoi. évidemment, mais je veux dire, chacun faisait sa mission. Moi, je prenais des images, je faisais de la com, j'idéais tout le projet, j'étais pas dans la voile, quoi. Et là, je me dis, mais là, je vais partir 2 mois en mer comme ça. Ouais, tout était nouveau là pour le coup. Ouais. Et donc tu vas partir? Bah du coup je dis oui, Bah oui, tu vas saisir l'opportunité. Juste checker, t'es pas un fou? Il m'a dit non, je dis d'accord. Convaincant. Voilà, génial. Je me retrouve avec une équipe géniale que je connaissais pas du tout sur cette traversée et bah là Atlantique. Et en fait c'est le moment où je prends du recul et je me dis mais j'aime tellement la mer, j'aime tellement la voile, j'aime tellement ce projet qui vient de naître. Enfin, je veux faire ça quoi. Donc là tout devient logique. En fait tu te dis que ta mission va être vraiment de continuer ce projet. Ouais. Comment est-ce que ça va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vois un peu pour ton avenir? Ouais, et du coup, encore une fois, c'est vraiment la vision du projet sur lequel j'ai travaillé. Et le projet, j'ai envie de faire du lien entre différentes compétences artistiques, scientifiques. Et que ce projet permette une meilleure compréhension de notre environnement. Parce que de manière très personnelle, j'avais vécu ce moment où j'ai vécu toute ma vie au bord de l'eau. Et je ne connaissais rien de la mer. Et donc je me disais, mais si moi en plus qui suis née près des rives de la Méditerranée, enfin près des rives tout court, je suis quand même assez curieuse, enfin j'en veux, voilà, j'ai un profil curieux et même moi, je suis incapable de connaître 2-3 trucs sur la Méditerranée. Je me dis, mais
Enfin, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, quoi. Donc, même moi, personnellement, j'avais envie d'en savoir plus. Ouais. L'océanographie, la biologie marine m'avait passionnée. Donc, j'allais de toute manière continuer à m'informer sur tout ça. Mais de le faire dans le cadre d'un projet, c'est ce qui, je trouvais passionnant. En plus, avec des profils qui se tirent mutuellement vers le haut. Donc, Ouais, tu étais avec des personnes qui t'inspiraient aussi. ouais. Donc en fait, ce projet, j'ai envie de le continuer quand j'arrive à l'autre bout du monde en voilier. Et j'adore la voile, je me dis c'est génial, enfin, c'est le moment où ouais, c'était plus une question. J'ai arrêté de chercher du travail à ce moment-là, c'était une évidence que j'allais me dédier à 300% à ce projet. Et donc, comment tu vois le projet sur du long terme? Sur le long terme, je pense que je suis à 10% de ce que j'aimerais pour ce projet aujourd'hui, alors aujourd'hui là, début 2025, on a fait en 1 an et demi 3 expéditions, on a embarqué plus de 30 personnes, artistes scientifiques, on a fait 3 documentaires, 3 petites séries de capsules pédagogiques, enfin, Oui, c'est déjà énorme pour une c'est année et un projet qui vient de c'est ça, naître, quoi. mais c'est 10% du truc, quoi. Et je pense qu'il évoluera aussi avec mon rapport de la mer, dans le sens où aujourd'hui, bah, j'ai besoin de comprendre avant de parler de ça, de comprendre mon environnement, de comprendre les enjeux, de comprendre bah, pour mieux déjà aimer, en fait. C'est ça, on protège ce que l'on connaît et on aime. C'est sûr. Enfin, voilà, Ah, il y a un énorme travail à faire pour le coup. exactement. Donc c'était vraiment ce pari de se dire, bah, on va commencer initialement par la connaissance. Une fois qu'on a la connaissance, on va essayer de comprendre, enfin, voir, comprendre et partager pour que déjà ce soit bah, mis en commun, enfin, qu'on partage un peu cette expérience à travers ce projet de découverte, notamment de la Méditerranée, parce que la facilité, ça aurait été de partir à l'autre bout du monde, de filmer des animaux qui pleuvent, mais en fait, la Méditerranée aussi a plein de choses à apporter. Il y a aussi ce côté très durable. Enfin, depuis, ouais, j'ai plus du tout eu envie de voyager à l'autre bout du monde pour voyager à l'autre bout du monde. Enfin, ça m'attire plus vraiment parce que bon, je sais quand même ce qui existe. Je pense que ça aurait été différent si je n'avais pas voyagé. Mais aussi, il y a ce côté où ça fait sens que moi, je peux avoir de l'impact déjà de l'endroit d'où je viens. Et en même temps, il y a ce côté où pas besoin d'aller chercher ailleurs pour s'épanouir. Ouais, en fait, toute ta vision a changé, tout ce que t'aimes. Enfin, là, tu as mis des mots sur vraiment qui t'étais et comment tu voyais les choses pour ton avenir. Ouais, ouais, ça a pris un tournant à ce moment-là et je pense que là, je vois pas comment je pourrais revenir en arrière après tout ça, quoi. Je pense que là, je suis dans un truc qui me plaît à 1000%. Enfin, je Oui, sais là, qu'il y aura toujours une cohérence avec la suite, il y aura toujours... voilà, encore une fois, le projet est au tout début, mais pour autant, je suis persuadée que ce sera un projet qui a énormément d'avenir et enfin, j'ai tellement hâte bah, de bosser là-dessus et de voir aussi bah, l'évolution bah, des personnes, de leur compréhension de ce milieu-là et aussi bah, du projet en tant que tel. on pourrait encore parler des heures parce que j'aurais plein de questions sur comment ça se passe aujourd'hui, le côté entrepreneuriat. Peut-être que ce sera une autre conversation qu'on aura, mais on va arriver au bout de l'épisode. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie-Laurence qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire, qui était dans une famille plutôt normale, tout ce qu'il y a de plus normal? Toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je suis très inspirée par une personne qui a déjà répondu à cette question et que j'aime beaucoup. C'est Lamia, la présidente dirigeante de Sea Shepherd en France, qui a écrit, quand elle avait, je crois, la quarantaine, une lettre à la elle d'il y a 20 ans. C'est ça. Lettre à ma jeunesse révoltée. Et vraiment, je pense que, évidemment, les parcours sont totalement différents, mais je veux dire, l'intention est tellement bien écrite que je ne pourrais pas faire mieux. Je le conseille vraiment Je regarderai du coup. à lire. C'est incroyable. Et justement, elle raconte au moment où elle grandit dans les banlieues parisiennes, qu'elle n'a rien à voir avec la mer. En fait, son rapport à comment en fait, elle écrit donc, à cette fille de 20 ans qui connaît rien de tout ça, les filons qu'elle aurait pu tirer à ce moment-là pour justement y voir clair. Enfin, c'est puissant et je m'y retrouve quelque part dans le sens où j'ai pas grandi dans les banlieues, donc c'est encore plus marqué. Il y a aussi tous les aspects sociaux qui sont hyper intéressants dans cette lettre. Mais ouais, il y a ce côté où c'est que de l'imprévu quelque part, et c'est, je pense, aussi la conséquence de la passion. Faire les choses avec passion mène forcément sur
des rives ultra riches, des rencontres ultra passionnantes, encore une fois. Et puis Voilà. tu t'es toujours écouté. C'est un peu ce que je retiens de ton parcours, c'est que globalement, oui, des fois tu as essayé et tu as forcément pris un peu le chemin classique qu'on t'a un Ouais. petit peu orienté, mais au final, quand tu as eu la maturité de prendre des décisions pour toi, tu as réussi à le faire et c'est ce qui t'a aussi emmené à ce Ouais. que tu fais aujourd'hui. Ouais, voilà, C'est... c'est ça, c'est le côté. J'ai quand même, je me suis assurée, parce que j'étais ultra trouillarde malgré Mm. tout, tu vois, et c'est le côté peut-être aussi inspirant de ça, cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai rien de plus que n'importe qui d'autre, quoi. J'étais ultra trouillarde, à 20 ans, j'étais en dépression, j'en pouvais plus. Ouais, donc Euh, comme quoi, donc, en quand on fait, essaye et qu'on ose faire les c'est choses, ça, on finit par être plus à l'aise, quoi. c'est ça. Il y a ce côté. J'ai fait tous les choix au départ rationnels qui m'ont permis d'avoir suffisamment de force pour m'affirmer par la Mm. suite. Je pense qu'on a tous et toutes plus ou moins nos points de critères, enfin nos repères, nos cases à cocher entre guillemets Oui, internes pour la compréhension de soi, la connaissance de soi, qui permettent après d'ouvrir les vannes au moment où on se sent prêt. c'est ça. Après, c'est difficile de calquer Non, un parcours chacun sur a un son autre, mais parcours, ouais, mais au moins, voilà, tu as coché tes cases et derrière, tu avais la ouais, confiance pour faire ce que tu voulais vraiment faire. Ou au moins te laisser l'opportunité de le faire. exact. Bah, écoute, Marie-Laurence, merci beaucoup Merci pour à toi, Chloé. J'ai ton plein de témoignage. questions sur ton parcours. Oui, parce que là, il y a beaucoup de choses que tu as citées où je me suis dit, ah, bah, c'est drôle parce que j'ai exactement la même chose d'une autre manière, mais très similaire. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai les liens vers tes réseaux pour que les personnes puissent te contacter ou au moins suivre tes aventures qui sont passionnantes. Et à bientôt. Merci beaucoup. Salut.